passer. Vous n'avez pas froid, vous voulez pas confirmer un petit peu? Pas complètement, mais un petit peu? Non? T'es sûr? Bon, bah, c'est un grand plaisir donc, de recevoir Velibor Čolić, je le prononce bien. C'est facile pour un Picard parce que Cho, c'est petit en Picard. Ça va très bien, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Moi, j'ai rencontré, enfin tu le sais pas, mais j'ai rencontré Velibor Čolić grâce au livre Jésus et Tito. Il se fait le hasard, hein. Le hasard. Il se fait que ce livre-là, je l'avais pris parce que Jésus, bah, ça parle, Tito aussi, pour quelqu'un qui a connu la Yougoslavie. J'y suis allé plusieurs fois. Et donc je l'ai emmené au jardin, dans mon jardin. Et on va dire, c'est bon, c'est la vie en Yougoslavie, la jeunesse, l'adolescence, mais ça peut se lire par petits morceaux. Et entre Binet, Béchet, un petit coup de Čolić, de temps en temps, plus sec, parce que c'est des petites scènes, voilà. Et donc, le livre est resté des années, en fin de compte, il est resté là-bas. C'est le seul livre qui est resté là-bas, un peu l'abandon, hein, exilé dans mon jardin, et il s'est gondolé, bien sûr, parce que, alors, il faudra dire à l'éditeur, c'est Gaïa, Oui. Ouais, que ça se gondole quand même, ça prend l'humidité en Picardie quand même, hein, le livre, hein, une grande cabane. Voilà. C'est le centre régional du livre et de la lecture en Picardie. Le prénom? Moi c'est Julien. Tout d'abord, Velibor, merci d'être venu ici en Picardie. On l'a invité parce que notre thématique c'était dire la guerre. On commémorait dans un premier temps la bataille de la Somme, mais pourquoi commémorer cette bataille, c'est toujours très, très important de commémorer, alors qu'à travers le monde il y a encore plein de conflits. Et je pense qu'il est important de commémorer, mais tout en mettant en perspective ces commémorations avec notre actualité. C'est pour ça que j'ai voulu aussi dans cette programmation inviter des auteurs contemporains qui ont vécu des conflits et qui l'ont dit. Alors Velibor fait partie, comme Philippe l'a dit, de ces hommes qui ont d'abord été, parce que la guerre est arrivée sur leur pays, ont été amenés à combattre et il a eu le courage de déserter. Et ensuite, il est arrivé en France, il a eu un parcours aussi rocambolesque. Voilà, depuis plus de 25 ans. Et voilà, c'est ce parcours qui est raconté dans le manuel d'exil. Alors, je pense que ce qu'on avait convenu avec Velibor, c'était de plutôt partir du texte, hein, d'une lecture de ces textes. En tout cas, je vous remercie encore Velibor d'être venu et de parler de ces livres. Merci Julien. Je vais profiter de l'occasion pour raconter mon histoire en lisant les petits extraits. Plusieurs petits extraits. Je vous préviens, comment dirais-je, les extraits que j'ai choisis, comment dirais-je, ce sera court, bien écrit, en français et modeste. Si vous êtes d'accord. Donc, manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons. C'est un roman, c'est très important le truc roman. Ça met des douanes, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Parce que normalement, en 2016, on ne vérifie pas dans un roman. Donc, le roman, c'est cool, ça met des douanes. C'est pas un témoignage, mais en même temps, j'espère. Si vous feuilletez mon livre, vous allez voir que l'homme, il sait de quoi il parle. Qu'il parle de foyer de demandeurs d'asile ou apprentissage de la langue française. Et en même temps, c'est un roman, et donc tout le monde est content. Et je peux dormir tranquillement. Donc, manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons, écrit direct live en français. J'ai raconté hier, j'étais à Strasbourg, il y a un festival, Bibliothèque Idéale. Une dame qui vient le deuxième jour de festival m'a dit, hier j'ai acheté
et j'ai commencé à lire votre livre, vous savez quoi? C'est remarquablement traduit. Donc j'ai dit, je voulais pas. Après j'ai dit, vous voyez, madame, une écriture moyenne, remarquablement traduit, ça cartonne. Elle m'a dit, ouais, ah, oh, pardon, parfois dans les salons de livres, donc je suis derrière le livre, et je vois dans le visage de gens, ça c'est le cas, qui commencent à regarder de en bas vers haut. Donc, ils regardent. Gallimard, ça va, NRF, ça va, Roman, ça va, le tête, ça va. C'est mon nom et prénom. Qu'est-ce que c'est ça, le Cosaque qui écrit en français? Très bien. Alors, on va commencer par la première page, pour une fois. Donc, c'est mon arrivée dans ce beau pays qui est devenu un petit peu le mien. J'ai 28 ans et j'arrive à Rennes avec pour tout bagage 3 mots de français. Jean, Paul et Sartre. J'ai aussi mon carnet de soldat, 50 Deutsche Mark, un stylo à billes et un grand sac de sport vert olive érimé d'une marque yougoslave. Son contenu est maigre. Un manuscrit, quelques chaussettes, un savon difforme, on dirait une grenouille morte, une photo d'Emily Dickinson, une chemise et demie. Pour moi, une chemise à manches courtes n'est qu'une demi-chemise, un rosaire, 2 cartes postales de Zagreb et une brosse à dents. C'est la fin de l'été 1992, mais je suis habillé comme pour une expédition polaire. 2 vestes d'une autre époque, une longue écharpe aux pieds et mes bottes en daim, avachies, mordues 1000 fois par la pluie et le vent. Je suis une cavalière légère, un voyageur au visage scellé par un froid métaphysique, cet ultime degré de la solitude, de la fatigue et de la tristesse, sans émotion, sans peur ni honte. Devant la gare de Rennes, je pose mon sac et j'observe longuement ma nouvelle terre, Bretagne. C'est un petit pays juste à côté de France, Bretagne, vous connaissez, n'est-ce pas? Je suis assis sur ce banc public à Rennes. Il pleut de l'eau tiède et bénite sur la ville. Je réalise peu à peu que je suis le réfugié. L'homme sans papier, sans visage, sans présent et sans avenir. L'homme au pas lourd et au corps brisé, la fleur de mal, aussi éthérée et dispersée que de pollen. Je n'ai plus de nom, je ne suis plus ni grand ni petit, je ne suis plus fils ou frère. Je suis un chien mouillé d'oubli dans une longue nuit sans aube, une petite cicatrice sur le visage du monde. Je suis le réfugié, maintenant et demain, ici ou ailleurs, sous la pluie ou au soleil, été comme hiver, devant les hommes et les femmes, devant les sages et les fous, auprès des arbres et des herbes, en ville comme à la campagne. Je suis le réfugié sur la terre comme au ciel. C'est le premier choc que j'ai eu. Il fallait avaler, si vous me permettez. Et j'ai mis des mois, voire des années à digérer que je suis réfugié. C'est terrible. Dans ce monde qui était hier, avant-hier 92, qui ne s'est pas amélioré malheureusement, depuis, même aggravé comme ça, être réfugié, c'est comme une insulte. L'histoire de la littérature, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de voyage et de refuge, depuis Ulysse, jusqu'en passant par Victor Hugo, de Général de Gaulle, jusqu'à je ne sais pas qui, comment, comme ça. Mais voilà, depuis nos guerres modernes, y compris nos tristes guerres bosniaques en Yougoslavie, réfugiés, c'est une insulte. Et mon manuel d'exil, donc mon petit roman, c'est que l'histoire, je raconte que l'histoire de retrouver, essayer de retrouver la verticalité de l'homme. Je suis presque obsédé. Il y a 2 choses très symboliques. Au moment où mon sac touche le sol, pas mes pieds, pas mes fesses, comme ça.
c'est SAC qui a fait, ce pauvre SAC qui a fait de moi réfugié. Donc le SAC, jusqu'à là, j'avais l'impression comme ça, tout le voyage, il faut traverser la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, moitié de France, une grande partie de France. Je suis entré par le Strasbourg. Mais au moment où le SAC il a touché le sol français, je dis, merde, je suis réfugié. J'ai graine comme ça, et je me rappelle ce moment-là, où je regardais le monde, et je me dis, ah ben tiens, n'importe qui, n'importe quel passant veut plus que toi, parce que tu es un réfugié. Où ça se cache, pourquoi d'être réfugié est devenu une insulte, mais malheureusement, je répète, ça ne s'est pas arrangé. Après, bien évidemment, il fallait se redresser, il fallait se reconstituer, il fallait reprendre à vivre, donc je suis arrivé à Rennes parce que notre traductrice Mireille Robin, qui traduisait nos livres, qui me connaissait déjà, habitait à Rennes, elle m'a dit viens un petit peu à Rennes, et voilà. Il fallait 15 ans, après 15 ans elle m'a dit qu'elle m'a vu, je ne me rappelle pas comment j'étais, elle habitait dans un appartement HLM, je ne sais pas, 7e, 8e étage. Elle a dit, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit là récemment, elle a fermé son balcon, elle a eu peur que je saute. Et moi, il fallait apprendre à vivre, marcher. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les escaliers. Apparemment, après, il m'a dit que je rassemblais beaucoup. J'ai fait 1m95 et je fais depuis toujours 1m95. Sauf qu'il faut maintenant enlever quoi, une trentaine de kilos. Donc je rassemblais un petit peu à une sculpture de Giacometti, comme ça. Depuis, je me suis alourdi un petit peu en Bretagne. Apparemment, on ajoute beaucoup de beurre dans nos épinards. Voilà. Et là, je veux lire. Donc, je me retrouve dans le foyer de demandeurs d'asile à Rennes avec, j'appelle ça le blizzard de monde qui se donne rendez-vous. Les meilleures analyses de monde, il me semble, c'est aller voir le premier foyer de demandeurs d'asile. Vous voyez tout de suite où est la merde. Vous demandez, les gens sont comme ça. Nous, on avait le drapeau, la Bosnie, la Somalie, l'Irak déjà, comme ça. Je me rappelle des familles entières d'Irakiens, chrétiens d'Irak. C'est à l'époque que Saddam Hussein, il virait les chrétiens d'Irak. Voilà, ça je m'appelle les familles, les Irakiens qui s'appelaient Georges, Pierre, Paul, Jacques, comme ça, avec leur famille, comme ça, Irakiens, mais voilà. Et là, c'est l'histoire. Donc j'arrive avec 3 mots Jean-Paul Sartre. Si on peut chercher, on peut arriver jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, ou Jean-Paul Belmondo, on a déjà 9. Mais la belle langue. Par Jean. Oui, par Jean. Pourquoi j'essaie de faire Jean-Paul II, voilà. Bah, à l'époque, il n'était que Karel Wojtyła. Donc voilà, je vais lire un petit extrait où il faut apprendre. Donc, on est adulte, illettré. Il faut apprendre la langue française. Moi, j'étais déjà écrivain et je répétais avec mon anglais I have a bac plus 5. J'essaie de m'accrocher à cette humanité que j'ai perdue, bien évidemment, que j'étais déjà écrivain là-bas, que j'ai fait mes études et que j'étais un célèbre présentateur radio à la radio, comme ça. Mais personne n'avait. Ça n'a pas marché comme ça. Donc je me retrouve illettré. Les premiers cours, nous, une quinzaine de réfugiés, des Irakiens. Seulement des hommes, pas de femmes. Un colonel d'une dictature africaine déchue, quelques familles somaliennes et moi, le plus grand espoir de la littérature yougoslave, a repris son nom fichier. C'est pas mal, il est très qu'il a repris son fichier. Je complète, il me semble, correctement, nom, prénom, date, lieu de naissance. Pour la rubrique « Votre projet en France », notre professeur de français a une question. Concours. Vous avez écrit ici concours. Quel concours? Je ne comprends pas. Je n'ai pas écrit concours, mais Goncourt. Carrément, Goncourt, c'est ton aile? Oui, Goncourt. Alors, bonne chance, supplie-t-elle, mais en attendant le Goncourt, vous êtes un parfait illettré en français. C'est ainsi, dans la joie
la bonne humeur qui commence mon apprentissage de la belle langue française. La semaine suivante, nous apprenons une phrase très importante. Où est la poste? Où est la poste? Dit notre professeur, et nous, chacun avec son accent et un enthousiasme sans borne, répétons après elle, où est la poste? Le lendemain, puis le jour suivant, nous sommes toujours là. Où est la poste? Nous apprenons aussi les verbes et la grammaire. Je ne comprends rien, mais je suis impatient de découvrir les vraies phrases. Pour traduire enfin, par mes propres soins, mon long poème en prose, surréaliste mais narratif, d'un genre révolutionnaire et lucide, intitulé « Mon âme est un loup solitaire qui mord les pneus de vos voitures de luxe ». Madame, demande-je dans mon anglais approximatif, au bout de 10 jours de « Où est la poste ?» À un moment, on irait un peu plus loin. Probablement oui, dit-elle. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde, et je répète, tout le monde comprenne notre petite phrase. Où est la poste? La intégration qui commence. Nul doute, il faut que je m'arrange autrement. Je vais en ville, je m'assois sur un banc public. Et si je me trouvais une fille comme il faut, une vraie copine française. Pour fêter cette décision, je m'achète une bouteille de vrai vin rouge. Et comment on devient français? Les femmes et l'alcool, et hop, on est déjà un peu français, n'est-ce pas? Ou picard ou breton. Donc voilà, j'essaye, il y a un seul seuil, bien évidemment, c'est mon talent. Avec ce livre, quand on allume France Culture, on attend l'écrivain qui dit « Je voulais avec mon livre faire ça, 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 et puis ça. » Il raconte les bobas. 2-3 choses. Si on réussit à défendre 2-3 choses avec un roman, c'est déjà pas mal. Moi, je voulais dédramatiser Exil, mon exil, je répète. J'oserai jamais, 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 jamais faire quoi que ce soit avec l'exil des autres. Et humaniser, repêcher, retrouver l'humain chez un exilé comme moi. C'est-à-dire le sortir de statistiques. Aujourd'hui, on a eu 150 réfugiés, 3000 réfugiés, 15 000 concerts. Le sortir de statistiques, le donner visage, le donner bêtise, amour. Si vous regardez dans mon ville, je m'amuse beaucoup avec ce Velibor Čolić, qui est un peu moi, qui n'est pas tout à fait moi comme ça. Je le fais grossir à un moment, il est à Budapest, il fait 127 kilos, donc il est énorme comme ça. Il transpire beaucoup. Il se cogne tout le temps, ça c'est vrai, il se cogne tout le temps comme ça. Mes premiers mois en France, je maudis tous les architectes qui ont imaginé, tous les bâtisseurs qui ont bâti les ascenseurs à 1,80 m. J'avais des bosses, vraiment, je dis, je commençais à sortir comme le gardien hockey sur glace comme ça. Si je faisais attention en entrant dans l'ascenseur, quelques étages après, j'oubliais, je sortais pas, des trucs comme ça. Que je traversais à Paris. Chez nous, on a des terrasses de bistro à Sarajevo, il y a une table là, puis l'autre table là, troisième table à Creil. Voilà. On sirote nos cafés, on parle, on braille comme ça. À Paris, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? À Paris, il n'y avait que deux tables à côté comme ça. Et moi, je partais en toilette, c'est un peu Mr Bean, j'attendais derrière moi, pang, tiens, verre cassé comme ça. Très bien, donc l'intégration commençait très bien, parfois drôle, parfois moins drôle. Je m'appelle qu'à un moment, bah tiens, je vais lire ça, qu'à un moment, devant notre foyer à Rennes, je me réveille et je vois garer en travers une superbe limousine allemande, une sorte BM. Qui c'est un compatriote, un tzigane de Macédoine, qui s'est fait virer de Belgique, de Pays-Bas, machin, donc il laissé par la France comme ça. Et qui m'a tout de suite prend comme son fils, comme ça. Donc j'étais un peu avec lui, comme ça. J'étais fasciné, parce que lui, il savait tous les démerdes que moi, je ne savais pas.
Moi, j'essaie plusieurs fois de voler quelque chose, jamais rien comme ça. J'ai faim, j'arrive pas à voler. J'ai l'impression que je prends un petit chocolat comme ça. À un moment, je dresse la liste des choses que je chourais, si vous permettez. Il y avait 2 ou 3 livres en poche. Et il y avait ça, je ne sais pas comment il y avait une fée clochette comme ça que je laissais voler comme ça. Mais le vrai Hugo, il se démerdait mieux, quoi. Voilà. Je bois un petit peu de l'eau. Vous ne me captez pas chez mes voisins bretons que je bois de l'eau. Sinon, interdiction de séjour en Bretagne. Un matin pluvieux, une longue et belle voiture allemande est garée devant notre foyer. Son propriétaire est un certain Mehmet Bayrami, un tzigane fort, noir comme le charbon. Il porte une chemise blanche et un costume à l'ancienne, des chaussures bien cirées et une bouteille de bière à la main. Pendant qu'il parle, et il parle beaucoup, Mehmet Bayrami crache sans cesse. Il est en harmonie avec les cendres de sa jeunesse. Comme tout homme qui passe sa vie sous la route, Mehmet est un philosophe cynique et nihiliste. Donc on devient un peu le copain et tout ça. Et moi, je suis toujours prêt à lui rendre service. Aller chercher ses cigarettes et sa bière, passer un coup de chiffon sur la table de sa chambre, vider les cendriers. « Tu es jeune, me dit-il, un après-midi particulièrement long et vide. Pourquoi tu traînes avec tous ces miséreux? Je suis écrivain, j'engrange l'expérience. » En fait, Mehmet lève la tête. T'as quel âge? 28. J'ai 28 ans. Eh bien, mon petit, sourit-il, à ton âge, j'avais déjà 33 ans. Et voilà. Et là, on arrive. Il commence à me donner les conseils, une sorte de vrai manuel d'exil, que je veux lire quelques-uns, sait-on jamais, 2017 qui s'approche. Par exemple, comment faire ses courses. Donc c'est toujours lui qui parle. Tu sors dans la rue piétonne, la rue principale, la rue plus fréquentée. Tu attends que la première grosse maman africaine arrive. Ensuite, tu te faufiles derrière elle, discrètement, tel une ombre. Là où elle fait ses courses, c'est garanti moins cher en ville. Après, il y a comment entrer dans le métro sans payer, comment faire peur à une grande-mère blanche, est-ce que ça vous intéresse, comment recevoir l'aide sociale en Allemagne? Sait-on jamais, hein? 2017, au mois d'avril, de mai. Comment recevoir alors de l'aide sociale en Allemagne? Tôt ou tard, c'est toujours Mehmet qui parle, tôt ou tard tu finirais en Allemagne. Tous les migrants yougoslaves, sans exception, arrivent un jour en Allemagne. Comme tout le monde le sait, depuis la chute du mur, ce pays est organisé en 16 Länder, 16 régions. Et chaque lande possède sa propre administration. Une situation idéale pour faire un petit tour dans ce grand et beau pays et demander l'aide sociale dans chaque lande. De Munich à Kiel, de Düsseldorf à Dresde. Ainsi, tu peux toucher ces aides sociales, une somme coquette, pendant plusieurs mois, voire années. Mais c'est le coup que tu peux jouer qu'une seule fois. Une fois découvert, il faut que tu quittes le pays. Et en plus, si tu sais voler les voitures, comme moi par exemple, tu peux quitter l'Allemagne par la grande porte comme un citoyen tout à fait respectable. Comment voler un blouson en cuir dans un grand magasin, comment mener une bagarre, comment fabriquer de la fausse monnaie et combien ça coûte en vérité un billet de 100 francs. Il savait tout. Voilà. Laisse tomber bac plus 5 en littérature. Donc il dit, j'ai un cousin près de Lille qui a conçu la machine idéale pour fabriquer les vrais faux billets. Indétectable, résistant. Son problème est le coût de la fabrication. Tu vois, Mehmet, il me dit, pour fabriquer un billet de 100 francs, ça nous coûtera 120 francs. Eh oui, c'est un beau songe, sa machine.
Et nous, les réfugiés, on n'a pas le droit de rêver. C'est déconseillé, je dirais même, c'est interdit pour nous. Rêver. Chacun reste à sa place. Après, il y a comment vendre les pilules roses et bleues. Comment et pourquoi ne jamais tomber malade. Comment et pourquoi il faut avoir au minimum 2 passeports. Et voilà, petite dernière, sait-on jamais toujours, comment et pourquoi il faut toujours passer par la Pologne. Dans tes déplacements en Europe, tu tombes toujours sur une frontière. C'est ainsi, rien à faire. Rien que dans notre pays, la Yougoslavie, on a aujourd'hui au moins 5, voire 6 États. Ma géographie personnelle m'a appris que voilà, ça c'est important. Ma géographie personnelle m'a appris que le plus beau voyage commence là où les douaniers sont corrompus. À éviter donc l'Allemagne, la France et l'Autriche, à conseiller la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie et tous nos pays ex-yougoslaves. C'est pourquoi, où que je aille, Italie, Belgique, Suède, France, je passe systématiquement par la Pologne. Là, ça c'est la rencontre d'hasard, comme ça. Je rends hommage à ceux. J'appelle ça, comme il y a Paris Lumière, j'appelle ça Paris Ombre. Parce qu'après Rennes, j'y suis allé un peu à Strasbourg, j'étais à Paris. À Paris, j'appelle ça QDF, quelques domiciles fixes. Ou PDF, plusieurs domiciles fixes. Donc je traînais un petit peu comme PDF, comme ça. Il y avait ce monde Paris ombre. Il y avait mes copains sénégalais, quand je sortais, je squattais autour de place de Clichy à Paris, vous voyez. Ça me donnait un petit coup de littéraire. Donc je sortais, j'ai froid, j'ai faim, ça caille, mais je dis, je suis comme Henry Miller, parce que lui aussi, il sait. Oui, mais bon, on a toujours faim. Et donc nous, on savait donc eux, ils me disaient, va pas là-bas dans ce bistrot-là, va plutôt là-bas. Donc on savait dans quel bistrot il y avait des patrons sympas qui nous laissaient traîner 2 heures avec l'espresso, ou l'autre on s'est fait virer. Donc il y avait je sais pas, il y avait peut-être toujours ce Paris au parallèle qui n'a rien à voir avec les guides de Paris, Notre-Dame, notre machin, et comme ça. Donc je traînais à Paris. C'est devenu moins et moins rigolo, même si je affirmais avec une force qui frôle la folie que je suis écrivain, et que, comme un athéiste convaincu, il fallait trouver un point d'accroche. Donc je me suis inventé une autre constellation de saints. Donc au lieu de Gabriel, Michel, Saint-Paul, Pierre, Jacques, comme ça, je me suis inventé une constellation des écrivains. Donc chaque fois que j'étais dans la merde, je disais, bah tiens, Oscar Wilde, Hemingway, Dostoïevski, comme ça, c'était mes anges gardiennes. Ça marchait, ouais, j'ai survécu comme ça. Bizarrement aussi, l'idée de suicide m'a aidé beaucoup. Donc je me réveillais vraiment fatigué et je me suis dit, bah merde, je me suicide. On est lundi, je me suicide vendredi prochain. Et le reste de semaine, j'étais tranquille. Tout perdait, il n'y avait aucune importance comme ça, parce que de toute façon, j'arrête à vivre comme ça. Alors, à un moment, il y a Solidarité, il y avait un vieux monsieur P. à son âme, qui était serbe, bizarrement, serbe qui avait près de place de Clichy, sa femme, une sorte de dragon corse, Bernadette, très dangereuse. Il y avait une imprimerie, il n'y avait que 2 travailleuses bulgares, albanaises, machin, on travaillait en black, comme ça. Et il y avait, Nicolas, il y avait une planque, une chambre, 1,20 m. Il m'a dit, tu peux squatter là, mais attention, il ne faut pas que Bernadette découvre ma planque où je me cache un petit peu avec les ouvrières. Donc voilà, je vais lire, j'avais 2 options, soit ne pas sortir, rester tout le temps dans la chambre, soit sortir avant 8 h du matin, au mois de novembre à Paris, chouette, pas un rond comme ça. Donc, ne pas sortir.
La journée type ne pas sortie se déroule ainsi. Réveil le plus tard possible, toilette rapide, voire pas du tout, ravioli 100% pur bœuf ou cassoulet 100% pur porc pour petit déjeuner. Après, je m'allonge et je regarde la impressionnante collection de cinéma X de camarade Nicolas. De grands classiques. Das süße Leben, un film allemand sous-titré en italien La Dolce Vita. Gorge profonde avec Linda Lovelace, mais aussi des œuvres moins connues. La serre Vaseline, Les Suédoises font de stop et Les Nuits chaudes à Copenhague. Sinon, je peux lire. Mais pour la lecture, le choix est moins riche. Je peux choisir entre les pages jaunes et un vieux calendrier Pirelli avec ses célèbres demoiselles année 1986. Je compare alors Mademoiselle Janvier avec celle de juin et j'essaie de me souvenir où j'étais le 23 mars 1986, par exemple. La troisième solution est d'écrire. Après la fermeture de l'imprimerie, entre 19 et 20 heures, je peux enfin sortir, mais je suis tellement fatigué de rien faire que je reste dans ma chambre pour écouter la ville. Ou alors sortir, deuxième option. Sortir. La journée sortir se déroule ainsi. Réveil plus tôt possible, toilette rapide, voire pas du tout, ravioli 100% pur bœuf ou cassoulet 100% pur porc pour le petit déjeuner. Après, je ferme bien ma cachette et je descends par un escalier lilliputien dans le cours. Le vrai apprentissage commence une fois dans la rue. Pour un migrant, les rues de Paris sont des obstacles. Le premier aléa, trouver un patron de bar sympa qui te laisse boire ton café pendant des heures sans te virer. Cette première discipline exige une double, voire triple logistique. D'abord, commander le café au comptoir, là où il est moins cher. Ensuite, trouver un tabouret pour te poser tout en gardant l'air nonchalant d'un citadin normal de monsieur tout le monde. Ajouter tout ce qui est gratuit, sucre, lait, eau, petite cuillère dans la tasse pour l'allonger au maximum ton expresso. Le gérer au mieux. Une minuscule gorgée tous les demi-heures et puis espacer progressivement la consommation. Compter les... Ça, c'est terrible. À Paris, on expose ça. Compter les croissants et les petits pains au chocolat exposés sur le comptoir, écouter des bribes de conversation et regarder les passants dans la rue. Cacher tes mains aux ongles sales. Payer enfin le café et sortir de bar plus tard possible, de préférence vers midi. Marcher de nouveau. Réciter tout doucement une comptine enfantine de ton pays. Guetter une dame noire, une maman africaine, la plus grosse possible. Se faufiler pudiquement derrière elle, tout en respectant les règles de Mehmet Bahrami. Là où elle fait ses courses, c'est forcément moins cher. Acheter une boîte de salade mexicaine au thon, trouver un bain public et le manger rapidement à l'aide de ton couteau suisse, avoir un peu la honte, quitter rapidement ce parc et descendre dans la première bouche du métro. Regarder le plan RATP comme si tu allais quelque part, tousser et comme chaque jour vers 16 heures décider de remettre le suicide au lendemain. Voilà, c'était Paris, pas cool, où on vivait donc. Après, voilà, ça allait un petit peu mieux, quoi. J'ai ramené un carnet noir, bête comme je suis, pendant 9 mois que j'étais le soldat dans cette guerre très violente et monstrueusement stupide yougoslave, où on ne savait pas qui tirait, pourquoi, comment, comme ça. J'avais un petit carnet noir où je notais, ou cachette, les choses que je voyais, que je sentais. En cachette. La pire chose qui pouvait m'arriver, c'est que mon capitaine de notre armée me voit. Alors j'ai très mal barré. Aucun capitaine, aucun officier n'aime pas trop avoir les soldats lettrés.
préfère les vrais cons qui tirent comme ça. Et donc j'ai réussi à ramener ces carnets. Notre traductrice Mireille a traduit ça. D'abord une quinzaine de pages et envoyé à tout le monde. À ce moment-là, je suis à Paris, SDF, PDF, comme ça. Ça tombait dans les mains de Jacques Derrida. Je ne sais pas si on peut dire paix à son âme pour un communiste, mais je dis paix à son âme. Il a dit, il est où ce gamin? Il est quelque part à Paris. Donc Jacques Derrida, son ami prof à Strasbourg, Jean-Luc Nancy, Christian Salmon, ça arrivait jusqu'à Milan Kundera, me cherchait pendant 2 semaines à Paris, il est où le gamin? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il commençait à créer, et c'est à Strasbourg très symbolique à cause de plein de choses comme ça, Parlement international des écrivains avec les villes refuges pour les écrivains en danger, qui étaient comme ça. Et il disait, tiens, ce sera très symbolique qu'on commence à Strasbourg avec l'institution européenne, avec un gène européen comme lui, comme ça. Mais on ne trouvait pas. Finalement, on m'a trouvé, on m'a ramené à Strasbourg. Et là, ça allait un peu mieux, quoi. J'avais le droit à un studio, une petite bourse, comme ça, et on était très à la mode, la Bosnie, comme ça. J'ai fait une grande tournée. Donc, ce manuscrit devient le bouquin Les Bosniens comme ville barbelée, mon premier livre, sorti en 1993 en France. C'est un très bon éditeur, disparu depuis Les Serpents en Plumes. Et j'ai fait une tournée mémorable avec quelques grands philosophes et un grand écrivain français. Dans tous les FNAC, à l'époque les FNAC c'est beaucoup plus important, de tous les FNAC de toutes les grandes villes, Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux. C'était rocambolesque là, quoi. Il y a un chapitre, qui sont les écrivains, mais je m'amuse un petit peu, je prends la tête. Donc il y a BHL, Alain Finkielkraut, et un qui est depuis qui est mort, quoi, mais c'est pas mon problème. Glucksmann, le philosophe, et Pascal Bruckner, l'écrivain, comme ça. Donc, si vous regardez mon livre, les portraits, j'ai pris la tête de BHL et j'ai mis sur le corps de Finkielkraut comme ça. Mais comme ça, le Finkielkraut, que ça reste entre nous, on n'est pas Paris Match. Quand il y a un problème avec le mâchoire, quand il mange, tu as l'impression qu'il y a une... Comment s'appelle le truc qui broie le béton comme ça? C'est putain de philosophe comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était à Strasbourg. Où les histoires, les dîners, quoi, où j'ai froid dans le dos, quoi. Donc, vous voyez, je suis plutôt SDF, complètement pauvre, paumé comme ça. Et quelques semaines après, je me trouve le dîner de gala avec le Salman Rushdie, qui était président. Et Toni Morrison, grande dame, Toni Morrison qui était ce président, il y avait les philosophes comme ça. Et donc, je transpirais. Eux, ils étaient à l'aise. Et moi, j'étais pauvre. Et moi, je transpirais. Et j'avais l'impression que tout le monde voit comment je transpire. Et tout ce que je me rappelle de ce dîner, que je rigolais. Il est très drôle, Salman Rushdie. Un grand amateur de Stones et de Tom Waits. Parler de Tom Waits, le chanteur américain, si ça dit quelque chose. Et très drôle, très so british, comme ça. Il y avait 2 bonhommes qui le gardaient à l'époque comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que la littérature, ça sert à quelque chose? Quand même un petit peu, voilà, ça m'a aidé comme ça. C'est même mon période à Strasbourg avec quelques essais. Je me suis dit, j'y suis réfugié, je suis pauvre, je ne suis pas aveugle, il y a toujours les belles femmes. Et ça donnait quelques épisodes pas vraiment réussis avec les jeunes filles. Et là, après je commence, voilà. Quelques épisodes là, j'aime bien l'histoire. Je suis à Strasbourg. Dans mon frigo, je découvre un petit bocal de cornichons, une tranche de jambon durci et un vague souvenir de beurre déposé sur le couvercle en plastique d'une boîte. La matinée est déjà bien avancée, j'ai faim et après une longue observation, j'ai déduit que j'ai presque tous les éléments pour me faire un sandwich. Il me manque juste le pain. Et j'hésite. Comment dit-on en français? Le pain ou lapin?
Je suis en colère. Selon tous les indicateurs, je parle très bien français et je comprends tout. Et là, je coince avec un mot banal, si ordinaire. Lapin ou le pain. Je mets 2 vestes, la gêne poussin et la bleue sur le 3 possible, ma longue écharpe dite lapone autour du cou, mes bottons d'un et je sors avec le même dilemme à ma pauvre tête, le pain ou lapin. Dehors dans les rues de Strasbourg, le printemps ajoute généreusement les couleurs vives, verte chlorophylle par ici, une jolie jupe rouge par là. Constamment habité par mon froid métaphysique, je serre les poings dans mes poches. Toutefois un peu mieux habillé, je peux passer pour un Allemand ou un Belge. Plus sûr de mes pas, je ressemble à n'importe quel touriste. Je marche lentement et je pèse contre l'armée serbe, contre moi-même, contre cette incroyable langue française aussi bizarre et dure que la calligraphie chinoise. J'oscille devant une boulangerie. Soudain me vient une idée de génie. Et si j'allais au supermarché, là où on peut choisir nos articles en self-service? Encouragé, je continue ma quête. Une fois arrivé sur la place Kléber, je monte au 3e étage d'un grand magasin. Autour de moi, le capitalisme s'expose de long et en large. Des spécialités italiennes, un peu plus loin les nems asiatiques, derrière une opération mexicaine avec des plats, enchilada, gordita, corunda, qui portent des noms de femmes, ensuite la cuisine alsacienne. Nulle trace d'une boulangerie quelconque. Je commence à paniquer. Il me faut demander à quelqu'un et enfin choisir lapin ou le pain. Une petite dame ronde et alsacienne, visiblement employée de la maison, passe tout près de moi. Elle ressemble à une de mes tantes. Le visage repelé, les cheveux délavés et coupés au carré, un torse généreux et les jambes courtes. Elle se déplace avec une assurance tranquille, routinière. Encore quelques années, c'est la retraite. Je tranche. Bonjour madame, j'ai dit lapin. Manger lapin. Elle s'arrête, lève la tête vers moi. Je vois un ombre de perles traverser son regard. C'est qui ce cosaque? L'instant suivant, elle devient toute sourire professionnel. J'ai toujours ma coiffure de joueur de foot est-allemand et d'une longue barbe. Toutes ces chemises, vestes et écharpes que je porte me font ressembler à un homme de caverne. Lapin, dit-elle. Vous voulez manger lapin? Oui, madame, lapin. Elle me fait signe de la suivre. Je suis fier de moi. Cela confirme que je m'exprime bel et bien en français, que je suis plus malin et intelligent que je ne pense. Mon sourire s'efface au moment où elle me montre la boucherie. Tout en haut trône la pauvre bête dépecée. Un Bugs Bunny qui a perdu cette fois son éternel duel contre le petit chasseur chauve. L'animal est suspendu tête en bas. Dans ses yeux d'un noir absolu se cristallise toute la lumière artificielle de ce temple de la consommation. Des milliers d'étincelles froides comme la mort. Non, madame, je bégaye, pas lapin, mais le pain. Manger le pain. Ah, sourit-elle, la boulangerie. Elle est au 1er étage. Alors, je descends par l'escalator au 1er étage et je m'achète une baguette. Voilà, c'est l'histoire de... J'aime bien ajouter ça, c'est pas pour l'inventer. En 2014, Académie française donne d'ailleurs une très jolie médaille que j'utilise, parce qu'elle reste entre nous, j'ai beaucoup les CD, toujours à la fin des CD qui tombent, donc j'utilise médaille pour coincer les CD, comme ça. Quoi, c'est la littérature, voilà. Comme ça, il me concerne une médaille donc le prix il est magnifique. Donc on concerne les gens qui ont participé dans le rayonnement de la langue et la littérature française.
Donc moi j'ai attendu, je suis allé sur le coupole, j'ai dit toujours, pour une fois les immortels pensent aux survivants, c'est pas mal. J'attends mon tour, le coupole, machin. J'ai dit, je ne le parais pas, ça, il n'y a pas. J'ai attendu mon nom, et on donne une médaille comme ça. Et là, c'est là où j'ai décidé d'écrire ce livre. S'ils disent, si ces académiciens savent que je viens de lapin. Mais bon, voilà, ils sont donnés comme ça. Voilà, c'est une histoire. C'est une histoire quasi vraie, l'exil il est comme il est, chacun il y a une histoire. Je répète toujours, un enfant qui parle mal, qui s'exprime mal, c'est mignon. Ils disent, ah oui, mais on ne dit pas lapin, on dit comme ça. Un adulte qui sait parler, il est con. Ah oui. Et cette régression, ça c'est terrible, c'est obsessionnel chez moi. Cette régression, tu fais ta vie comme tu veux, comme ça. Moi j'ai travaillé à la radio, je publie déjà les livres, comme ça. Et tout d'un coup, tu te retrouves illettré, c'est monstrueux, comme ça. Je n'arrivais pas à m'exprimer, je ne comprenais rien. Et encore pire, je n'arrivais pas à me faire comprendre. Alors personne n'a le temps, vous êtes d'accord, personne n'a le temps. Se emmerder avec quelqu'un qui essaie de dire quelque chose. Il dit, prochaine fois, tu vas pas. Je vais à Paris, quoi. Essayer à Paris, sorry, machin, truc. Tu parles, sorry, comme ça. Donc, le défi que je me suis lancé, c'est l'apprentissage de cette langue. Une grande partie donc, le monde, l'exil par les petites touches comme ça, comment le bonhomme essaie à se débrouiller, comment le bonhomme apprend, comment le bonhomme veut apprendre. Tragicomique, rocambolesque. Ce célèbre exemple raconté à Valvatien pour le même festival. Il y avait une dame iranienne, prof à la fac, présente comme ça. Elle a dit, le premier 4 mois à Paris, elle ne savait pas est-ce que c'est la baguette ou le baguette. Donc elle dit, pendant 4 mois, j'ai acheté 2 baguettes. 3 baguettes. Et voilà, donc manuel d'exil. Je ne sais pas si on attend encore quelques conseils. Non. Voilà, après il y a le voyage. Je me suis retrouvé après en écrivant comme ça. Donc je suis arrivé à Rennes, puis à Paris, puis à Strasbourg. Puis je suis allé en Italie, puis à Prague, puis à Budapest comme ça. Je dis, je suis vraiment dingue. Là où moitié du monde ex-yougoslave allait vers l'ouest, mais je rentrais vers l'est. Où il y avait les magnifiques rencontres à Budapest. Je me suis débrouillé tout de suite pour trouver quartier tzigane. J'ai un grand amour pour ce peuple de Merder. Quand on dit le peuple tzigane n'aime pas dormir, et en plus il empêche les autres de dormir. Mon futur, on peut dire mon futur ex-femme, moyennement ravi que je trouve, parce que parfois je rentrais un peu fatigué. Parce qu'on ne buvait pas que l'orangina comme ça. Et comme c'était la période où l'OTAN bombardait déjà la Yougoslavie, la Serbie, je me suis inventé, il y a un, je me semble, important chapitre où je me suis inventé un nom et prénom français. Donc j'étais Alain Balzac. J'ai trouvé Alain, c'est un peu populaire, et Balzac, ça fait comme ça. Et que j'entrais dans l'air bar clandestin, bien évidemment, comme ça, j'avais plusieurs fois le droit de me jouer l'avion rose. Comme ça. Même une fois la Marseillaise. Donc, je peux discuter avec eux. Quoi. Donc, ça, c'est très important. Je suis de très copain avec eux, comme ça. Avec tout ce qu'il y a de bien, pas bien, comme bien évidemment. Quoi. Mon future ex-femme, elle était désespérée parce que j'entrais un petit peu comme ça. Avec les phrases que je n'oublierai jamais. Quoi. Joseph, mon copain, il m'a dit, ah, Alain, ouais, on traîne comme ça. Les bars sont clandestins, il y a rien déclaré, quoi. Bien évidemment. Elle m'a dit, tu étais combien de fois chez moi? Ben, je dis, je ne sais pas, il a dit 10 fois, 15 fois. D'accord, dit-il. Comment ça se fait? Il m'a dit, et pourquoi je ne suis jamais allé chez toi? Et là, on va se... Sinon, formidable, Ommerder, ils sont formidables. Une autre fois, j'ai parlé avec... Il y a un grand orchestre, Kochani Orchestre, un grand orchestre de cuivre tzigane. C'est le cuivre aussi redoutable, c'est comme, on se croit à ton de James Brown. Leur manager, c'est un Belge, un Belge qui peut travailler avec eux. Il m'a raconté l'histoire, il dit chaque fois, eux ils font les tournées Paris, Londres, New York, machin, truc comme ça, il dit chaque fois que j'amène en France, comme ça, ils vont à l'hôtel, ils partent, j'attends l'appel
directeur de l'hôtel. Il dit, ça c'était à Nantes. Bon, peu importe comme ça. Je dis, j'attends, oui, bonjour, bonjour. Ici, directeur Ibis. Nantes, ouais. Bah, le mec, il dit, bah écoutez, cette fois-ci, il me manque 4 lavabos. Les mecs sont, proprement, les mecs sont lavabos. Et moi, j'imagine la suite de l'histoire dans le village. L'autre qui dit, bah, viens chez moi, j'ai le lavabo de Nantes qui vient explorer comme ça. Donc, je rentre, dans ce voyage, je rentre, bien évidemment, hommage à mes copains tziganes. Il y a un voisin que je découvre, un vieux monsieur, très beau, un peu la barbe. Il faisait penser déjà à Primo Levi, comme ça, toujours, vraiment, quand on dit old school comme ça, foulard en soie comme ça, mais il y avait sous le pied toujours les charentaises. Et peu à peu, je discute. Il parlait un français magnifique de début de l'année 30. Peu à peu, je découvre qu'il s'appelle Joseph Corda et qui m'a commencé à raconter de sa vie à Paris. Et il dit à l'année 30, grande époque de Paris, il me disait, gigolo, accordaire de piano, gigolo à Paris. Mais il est fini dans un camp et il a une phrase qui est terrible. Il m'a dit, Paris avant la guerre, parfois j'oubliais que j'étais juif, il dit, il y avait toujours quelqu'un pour me rappeler. Donc il s'est fait paraître amoureux de France, de Paris, quand il s'est fait arrêter par bien évidemment, pas par les Allemands, par les gendarmes français, envoyé à Auschwitz en survivant comme ça. Donc, dans ce rencontre au hasard, je rends aussi un hommage à lui, quoi, à Joseph Corda, qui est mort depuis toute sa famille. Moi, je découvre, si vous êtes allé à Budapest, c'est une magnifique ville, il y a des ponts. Le Danube, il y a même un pont fait par Eiffel, comme ça. Donc il y avait le pont de Chêne qui est symbole de Budapest avec le lion comme ça. Donc il attachait les familles entières, la Gestapo. Et j'étais dans le Danube, voilà. Un magnifique survivant aussi. Puis un peu en Italie, quoi, un peu à Venise. Et partout où je me déplaçais, ça, j'avais toujours partout, je déclenchais le déluge. Incroyable. J'arrivais, je dis peut-être je vais aller Afrique subsaharienne, si j'arrive comme ça. Donc, déluge, à un moment, je regarde où je suis arrivé à Venise. Ben, je dis, avec tellement de l'eau, on finit justement à Venise, je reviens comme ça. Voilà, donc c'est manuel d'exil, et tout ça pour le modeste prix de à peine comme ça. Je ne sais pas, on demande camarade un petit dernier extrait ou j'arrête? Non, vas-y. Un petit dernier. Enfin, on continue en français, on sait pourquoi, c'est joli, mais... Dis pas tout livre, c'est vrai, il va falloir faire une réduction de prix. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas lu, je ne vais pas lire qui est assassin, comme ça vous ne savez pas qui est assassin à la fin. C'est comme Agatha Christie. Non, je ne peux pas lire ça. On est tous adultes parce qu'il y a certains chapitres, c'est un peu comme Canal+. Adulte. Non, normalement, non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller... voilà, tiens. C'est le truc à l'ancienne, ouais. Maintenant c'est noir. J'ai essayé de regarder le même film, mais il n'y en a plus. Canal+. Tiens, on va Joseph Farkas. Moritz Terre, rebaptisé par mes propres soins Place Maurice, est un endroit merveilleux. Terminus de tram et de métro, la place rassemble à une île. Ici règnent les lois de système D, les lois de Murphy, un code d'honneur particulièrement complexe et un silence impénétrable devant les organes de l'ordre. Très proche de centre-ville, cette place est le dernier vestige d'une Budapest d'antan, d'une ville bohème qui marche pieds nus et chante les chansons d'amour et de voyage. La place Maurice est un cercle, un joyeux désordre fait de maisons bancales et de bistrots clandestins, d'un bouchon éternel de voitures d'origine très variées et d'une population de gens de voyage, même s'ils sont ici depuis des siècles, qui font tout, n'importe quoi pour survivre. C'est un quartier Rome où je descends chaque week-end pour retrouver mes nouveaux copains, Joseph, Michali et Yannicka, mais aussi pour boire un verre et discuter des choses très importantes, telles le prix du cuivre et la beauté des femmes. Bien évidemment, compte tenu de la situation géopolitique de la Serbie voisine, et pour éviter les histoires avec mes amis,
Une fois arrivé sur la place Maurice, j'utilise mon patrimoine français, Alain Balzac. Joseph Farkash, connu aussi sous le nom Il Padre, est comme un frère jumeau de Coluche. Il a le même œil vif qui pétille, les mêmes carrures massives et les mêmes façons de parler. En racontant une histoire, Joseph laisse toujours la place au silence entre les lignes qui exigent l'intelligence de son public. Son visage parfaitement rond et charnu a un soleil noir. Il se peigne avec le vent et en bon chrétien, il boit son vin par petites gorgées entrecoupées par le fumet de ses cigarettes hongroises. Ces histoires sont divisées en 3 catégories, les filles, les femmes et les veuves. Il connaît aussi un nombre incalculable d'anecdotes sorties de la Bible tzigane où Jésus s'appelle Jeshua, sa mère Maria et son père Devla. Il est cousin avec tout le monde et parent de presque chaque bambin qui court dans le quartier. Toujours un verre de vin à la main, mais jamais ivre, Il Padre est un homme de bon conseil, juste et sensé, un bon connaisseur de la nature humaine et un pessimiste lucide. Son nom Farkash signifie loup en hongrois, mais Joseph est plutôt un hibou, un homme qui passe ses journées pendant les nuits. Son épouse Andronica, appelée aussi Harmonica, est selon plusieurs signes une femme serpent. Elle a le regard de reptile, la langue bien pendue, elle est aussi froide, chose rare chez une tzigane, que le fond d'un puits. Comme tous les personnages mythologiques, elle semble d'être éternelle. Elle est bâtie comme un joueur de rugby, les torses puissants, les jambes courtes et arquées, les biceps statués et la tête au profil aplati d'un mouton. Sa voix hésite entre le baryton, aux rares moments où elle est calme, et plus souvent le ténor aigu, quand elle s'adresse à son époux. Elle règne sans partage sur leurs maisons et leurs petites entreprises, vente d'images pieuses, de rosaires fluorescentes et de vierges bouteilles. Sur son stand, nommé courageusement par Andronica Ma Boutique, on trouve aussi diverses représentations de Sacré-Cœur, de Pape Jean-Paul II, de la Vierge ou de Christ, des anges et des symboles religieux. Parmi les grands choix de rosaires fluorescentes et de croix en fond bois, ses clients appréciaient particulièrement l'exclusivité de la maison, multiples formats de vierges bouteilles, avec un capuchon ultra sûr et pouvant contenir selon la taille et le prix entre un quart et un demi-litre d'eau bénite. Certains hommes, rigole Joseph, n'ont que ce qu'ils méritent. Les autres sont célibataires. Voilà. Je les remercie. Donc voilà, j'essaie de capter comme je pouvais cette humanité qui est un peu écartée. Ça m'inspire plus que le trader à Londres qui sont pauvres. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse à cause de mon accent. Non mais très, très bel accent, c'est comme les... J'aime beaucoup moi les... Je comprends pas l'alphabet, mais j'aime beaucoup les petits oiseaux qu'il y a sur les... Ouais. Ce sont des lettres, c'est l'écriture phonétique. Il n'y a que le tche. C'est ça qui fait che comme un chica. Mais Cholich. Cholich, ouais. Cholich. Cholich.